Et si le générique était la partie la plus passionnante du film? Entre les affiches qui manquent de place et les génériques qui défilent toujours trop vite, le mystère perdure autour des métiers du cinéma. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager nos conversations avec ces acteurs de l'ombre. Installez-vous confortablement, on vous emmène hors cadre. Bonjour Romain. Bonjour. Tu es producteur. Exactement. Derrière un poste, il y a un parcours. Où commence le tien? Moi, j'ai fait des études de droit. Quand j'étais petit, je voulais être avocat et faire de la musique. Et donc, en fait, j'ai fait des études de droit. Après, j'ai commencé à travailler donc j'ai fait du droit de la propriété intellectuelle. Et quand je suis sorti de l'école, donc j'étais à Poitiers, je suis venu à Paris travailler dans une boîte qui s'appelait France MP3 et qui vendait de la musique en ligne. C'était il y a 25 ans. Donc, c'était le début du MP3, etc. Et donc je suis arrivé dans cette société et c'était au moment de la bulle internet, donc ils avaient levé de l'argent, ils avaient pas mal d'argent et ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, ils avaient claqué tout l'argent était parti. Je me suis fait licencier. Mais comme tout le monde en fait, ils étaient 6 avant que j'arrive, on était 80 et après ils sont redevenus 6. Et je suis allé travailler dans un cabinet d'avocats. Et c'est là que je me suis dit je veux continuer à faire du droit mais plutôt dans le cinéma et je suis allé bosser dans une boîte de prod qui s'appelait LGM, qui est une boîte de production indépendante, un peu ce qu'est Nolita aujourd'hui, mais il y a 20 ans. Et voilà. Et donc j'ai commencé, j'étais juriste et après directeur général de cette structure. Et voilà, et on a fait plein de films. On faisait les films d'Olivier Marchal, les films de Josiane Balasco. Donc j'ai fait beaucoup de longs métrages. D'accord. Et du coup, à quel moment t'as envisagé de passer au poste de producteur carrément, parce que c'est autre chose? Parce que il n'y a pas de moment, il y a pas de moment clé. C'est-à-dire que c'était déjà un peu ce que je faisais. Donc je le faisais, mais c'était pas ma boîte dans cette structure à la fin. Et un jour, j'avais vraiment en plus une envie d'être entrepreneur, d'avoir une boîte à moi, de la créer, d'avoir des salariés et de construire aussi un projet entrepreneurial presque plus que de produire des films. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Maxime, qui travaillait lui, on travaillait ensemble, lui il était agent, mais il vous le dira. Et voilà, et on a créé Nolita tous les deux. D'accord. Et du coup, cette expérience déjà en boîte de prod et le fait de t'associer avec Maxime, qui lui avait aussi son réseau, Ouais. vous a aidé tous les deux, j'imagine, parce que Ouais, c'était primordial parce qu'on n'a jamais été on avait tous les deux d'une dizaine d'années d'expérience, donc on n'était pas des inconnus, on n'est pas arrivé, on n'est pas passé par la case où on produit 15 courts-métrages, puis 10 films instits, et puis peut-être qu'au bout de 7-8 ans, on fera un long-métrage. On est directement dit, on produit des longs-métrages et des courts-métrages, mais essentiellement des longs-métrages, et on existait parce qu'on avait un réseau, parce qu'on avait pris l'habitude de travailler avec les gens qu'on connaissait, et voilà quoi. Parce que chez LGM, tu faisais quoi exactement comme... Chez LGM, je faisais plein de trucs, c'est-à-dire que il y avait un espèce de titre qui était délégué des producteurs, donc en fait, comme on faisait beaucoup de films, je m'occupais de certains des films d'LGM. Ok. Donc je produisais, mais en étant moins à l'initiative des projets, en étant moins fort, je produisais pour le compte d'eux. Donc c'était pas le même degré de responsabilité, les mêmes prises de décision et les mêmes participations aux discussions artistiques, mais il y avait quand même une bonne partie de ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà dans cette structure précédente. Ok. Et c'est quoi la réaction des gens quand tu dis je suis producteur, quand tu te présentes en tant que producteur? Il y a un truc qui est vraiment cool dans ce métier, c'est qu'en fait, c'est un peu comme entraîneur de foot. C'est tout le monde a un avis sur le cinéma, tout le monde voit des films. Donc, quand je dis ce que je fais, les gens sont toujours un peu intrigués, curieux, ils veulent savoir ce que j'ai fait, etc. Quel type de film. Donc, ça crée des discussions. Donc, c'est chouette parce que tout le monde a une idée du cinéma. Je me permets de rebondir parce que tout le monde a une idée du cinéma, mais du coup, le métier de producteur, est-ce qu'il n'y a pas une image pour toi qui est un peu... Non, je crois pas. Ils vont pas me la donner à moi. Enfin, ils vont pas me dire. Donc toi, t'es un homme d'argent avec des cigares. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que je trimballe pas cette image. Et puis les gens sont polis, donc ils vont pas me dire. Je veux dire, l'image éventuellement négative du producteur,
Et sans parler d'image négative, mais c'est super, ça va faire une très bonne transition parce qu'on a prévu un petit jeu vrai-faux. Donc, on a relevé quelques petites phrases comme ça qui peuvent être dites. Tu parlais justement d'argent et de cigares. Pour toi, est-ce que c'est plutôt vrai ou faux? Un producteur gagne bien sa vie? Vrai. Vrai, dès le départ? Non. C'est un métier réservé à ceux qui ont des contacts. C'est pas un métier réservé à ceux qui ont des contacts. Pour faire ce métier, il faut avoir des contacts. On peut les obtenir. Ah bah oui. Bah vraiment. Puis il y a pas de diplôme. Donc en fait, tout le monde. Pour ça, c'est assez chouette. C'est quand même il y a une égalité, il y a une relative égalité de traitement. C'est-à-dire que on oublie les fils d'eux qui eux ont accès directement au truc, mais sinon les gars comme moi. En vrai, faut être débrouillard, faut aimer rencontrer les gens, faut aimer perdre du temps, faut aimer sortir, aimer aller au cinéma, faut aimer. Les opportunités se créent en fait. Ouais, vraiment. Tout le monde peut dans l'idée s'il est décidé. Tout le monde ne peut pas, mais il faut pas. Tout le monde qui peut s'en donner les moyens peut le faire. Ok. Un producteur passe son temps sur les tapis rouges. C'est faux. C'est faux. Après, ça fait un peu partie du métier. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont à l'inverse de ce qu'on fait, à l'inverse de notre profession, c'est des métiers d'ombre. Et après, certains le font plus ou moins dans la lumière. Nous, on a décidé de le faire plutôt dans l'ombre. Après, il n'en demeure pas moins qu'il y a des moments où il faut savoir venir parler et voilà. Enfin, c'est une partie du métier chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, et voilà. Moi, je pense que c'est mieux d'être un nom connu qu'un visage connu. Ok. Donc voilà. On gagne à être dans l'ombre et à être plus mystérieux. Tout est relatif, mais ne prenons pas la place de ceux avec qui on travaille. Ok. Pour toi, ceux avec qui on travaille, les comédiens, les réals. Ok. Le producteur met l'argent mais ne participe pas à la création artistique. Alors, c'est vrai et c'est mal foutu ta question parce que y a pas ça ne s'oppose pas. On pourrait mettre l'argent c'est deux phrases différentes. Ouais. Donc ça peut être oui et non à chacun des deux bras de la phrase. Donc, mets l'argent, je dirais plutôt trouve l'argent. Quand ça se passe mal, il met l'argent, ou en tout cas, il trouve des moyens pour réussir à faire en sorte que le projet aboutisse financièrement. Donc voilà. Et c'était quoi la deuxième partie artistique? En fait, c'était de dire le producteur, il a aucune partie créative et artistique. Et créatif, c'est évidemment faux, parce que on est et c'est vraiment ce qu'il y a de chouette dans notre métier, c'est qu'on est on participe à la création des projets, on en est souvent l'un des, même si c'est pas nous qui décidons, c'est un film, j'ai toujours cette image, ce truc un peu fort quand je me retrouve à une avant-première d'un de nos films, donc il y a un peu le moment où le film est terminé, on le montre au public, et je me dis putain, il y a 2 ans, c'était un dîner, on était 3, et on s'est dit, et on a rencontré un gars qui nous a dit, une fille pardon, qui nous a dit, j'ai envie de faire un film sur ma mère. Et on lui dit, bah vas-y, raconte-nous l'histoire de ta mère et on va faire ce film ensemble. Donc, nous ne sommes pas des artistes, mais nous avons des tonnes de discussions artistiques. Voilà, en plus, c'est pas juste au début, c'est tout le long. Non, c'est tout le temps, c'est l'affiche, c'est le montage, c'est l'écriture, c'est. Et pour revenir sur le point où la phrase disait le producteur met de l'argent et effectivement tu disais trouve. Est-ce que tu peux très rapidement nous dire qu'il y a un peu cette idée de certaines personnes extérieures au cinéma qui pensent que le producteur, c'est quelqu'un qui, au départ, a forcément déjà de l'argent? Ouais, mais alors ça, oui, encore. Je trouve que dans ma perception des croyances, enfin des idées préconçues des gens, en fait ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'ils sont assez curieux et ils voient que c'est un métier où on gère de l'argent, mais ils ne savent pas trop comment. Et après, ceux qui ont une petite image ont plutôt une image des producteurs d'il y a 40 ans, où effectivement on mettait nos maisons, enfin les producteurs mettaient leur maison en risque, voilà, où du coup les producteurs mettaient de l'argent eux. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de trouver des partenaires financiers. D'accord. Voilà. Okay.
Un producteur a le dernier mot sur le film. C'est faux. Est-ce qu'il C'est y a faux à une... plein de points de vue. Ouais. C'est faux juridiquement. C'est faux économiquement. Donc c'est faux juridiquement parce qu'en France c'est les réalisateurs. C'est faux économiquement parce qu'on a des partenaires financiers et que le rapport de force n'est pas forcément en ma faveur. Donc si un jour mon distributeur me dit couper la fin et je dis bah non c'est important et que vraiment je n'arrivais pas à le convaincre, et s'il me disait bah tu sais quoi je sors pas ton film et si tu coupes pas la fin je vais lâcher. D'accord. Et il y a pas de il y a plein de mauvaises décisions sur un film, mais en vrai, le film est ce qu'on en fait tous ensemble avec nos partenaires financiers, etc. Donc, je suis toujours en train d'arbitrer entre ma conviction artistique, la conviction artistique de mon réalisateur, des personnes qui ont fait le film, et également les convictions des partenaires financiers. Donc, j'ai pas de, T'es pas tout seul en fait. je suis pas tout seul, et surtout, je suis pas, mon avis est pas fondamental. Je préfère, c'est horrible, mais je préfère avoir un film je pense moins abouti artistiquement, mais avec un distributeur qui est très heureux et qui va mettre des frais d'édition à la hauteur de ses envies, et voilà. Et tu penses qu'un film, de par la participation de ton distributeur, aura une plus longue vie, vivra mieux en tout cas, même si artistiquement tu es moins convaincu. Bah après, c'est une question de nuance, c'est-à-dire que si le film est foiré, non. Maintenant, je pense qu'il y a à la fin des montages, on se base sur des bouts de séquences qui changent pas fondamentalement le film. Moi, je pense que le film est mieux avec. Maintenant, je préfère un film d'1h 49 à un film d'1h 51. Donc, s'il faut couper 2 minutes, on peut toujours couper 2 minutes. Et ça changera sans doute pas le truc. Mais je pense, c'est trop basique et trop binaire ce que je dis, mais je pense qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans le succès d'un film et dans le fait que les gens aillent le voir. Et par exemple, être sous 1h50 en fait partie. Être aux alentours d'1h30 en fait partie. Être dans les bons cinémas également. Être à la bonne date également. Okay. Donc plein de questions à se poser. Ouais, plein de décisions à prendre au vu de tes convictions et des convictions de tes partenaires. Et est-ce que tu penses qu'avec le temps, avec ton expérience, tu te poses plus ou moins de questions qu'avant? Je me pose autant de questions qu'avant, mais je me pose des questions différentes. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions que je me suis déjà posées une fois et j'arrête de me les poser et je sais. Mon expérience me permet d'avancer et de me poser des questions qu'avant je ne me posais pas, parce que en fait, je ne peux me poser que 10 questions par minute. Et donc, une fois que j'ai répondu à ces 10 questions, il faut que voilà. Donc, le temps que je gagne à ne pas me reposer des questions me permet d'avoir des questions plus pertinentes, importantes, qui me font avancer plus vite, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as une journée type un peu ou toute journée, chaque journée est différente? Non, j'ai même pas une vie type. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ça tout le temps en faisant plein d'autres choses. J'avais le producteur avec qui je travaillais avant qui disait toujours être producteur, c'est pas un métier, c'est une occupation. Et en vrai, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand je vais au cinéma, je le fais pour mon métier. Quand je regarde un film chez moi, je le fais pour mon métier. Et quand au bureau, je décide de m'absenter pour aller faire du sport, je le fais pour ma vie et pour mon métier aussi. Enfin, je sais que j'ai besoin d'être reposé, que j'ai besoin d'être en forme, que j'ai besoin je peux pas me faire ça tout le temps. Il faut que je coupe mon portable de temps en temps pour faire autre chose. Donc, en fait, j'organise ma vie autour de mon métier, en gros, et en me ménageant des plages de respiration parce que voilà. Mais tu disais, j'arrive à me ménager comme ça des plages horaires où je coupe. Alors oui, j'allais te dire comment on coupe. C'est vraiment. On coupe en faisant autre chose. Après, chacun fait son truc. Moi, je cuisine, voilà, parce que il y a des trucs où ça m'empêche de penser. Mais sinon, ça m'obsède, mais c'est pas négatif. En fait, j'aime bien être en permanence. Je sais que de temps en temps, quand il y a des dîners, je suis avec des amis, etc. Et tout d'un coup, je suis en train de penser à un film, un truc de ma vie pro, et je suis plus là. Enfin, je suis plus en train d'écouter. Je suis obligé ah merde, j'ai raté un bout de la conversation. En fait, c'est pas un truc que j'arrête pas à 18h15 en me disant maintenant j'y pense plus jusqu'à demain 9h du mat. J'y pense tout le temps. C'est pas, mais c'est cool. La contrepartie de ça, c'est si je veux aller courir, je vais courir. Si je veux
faire un truc le samedi, j'ai pas, voilà, Oui, parce que toi, tu es indépendant et comme c'est ta boîte, c'est oh, oui, aussi ça qui te permet bien de sûr. de t'organiser comme tu Ouais, veux. En fait. ouais, ouais. Et tu parlais d'adaptabilité comme qualité. Est-ce que aujourd'hui, dans la manière de concevoir les films, avec la multiplicité des supports de diffusion qu'il y a, mais aussi les restrictions budgétaires, comment on s'adapte aujourd'hui à cette manière, comment on se renouvelle dans la manière de financer ces films, justement, de les penser? Bah, en fait, on se renouvelle pas. On est un métier où on est euh, alors, on parle que de financement, qui est une petite partie de notre métier. Mais en termes de financement des films, on est dans un environnement économique qui ne cesse d'évoluer depuis 60 ans. L'arrivée de Canal, l'arrivée du DVD, l'arrivée des plateformes. Voilà. Même moi, je commence à avoir de l'expérience, mais enfin, je suis pas tout jeune dans ce métier, mais je suis pas non plus très vieux. J'ai déjà connu des grands bouleversements. Et en fait, notre métier est de s'adapter à ça. Donc en vrai, on n'est jamais, il n'y a jamais un avant et un après. En fait, c'est un métier qui est tout le temps en train d'évoluer. Donc il faut juste surfer sur l'évolution, essayer de la précéder, de l'anticiper et arrêter de se dire ah c'était mieux avant. Qui est quand même un truc assez fort dans nos métiers. On est toujours en train de se dire c'était mieux avant. C'était sans doute mieux avant. Après. Ça nous aide pas de Ouais, on fait avec le présent oui, et c'est ça, pour éventuellement le avancer, faut futur. trouver des solutions et puis ça reste chouette, quoi. Donc, Et toi, tu préfères quelle partie de ton métier au sens, tu vas préférer plus? Est-ce que déjà tu as une préférence ou est-ce que tu apprécies chaque moment moi, différemment, j'imagine? j'aime beaucoup tout. J'aime beaucoup la diversité. Après, j'aime énormément le montage des films. J'aime énormément ce moment où en fait tu bascules entre t'es dans le désir de ce que tu étais en train de faire du film. C'est-à-dire que tu te dis, quand tu écris, quand tu tournes, en te disant, au montage, on pourra faire ça, ça pourra donner ça. T'es dans une espèce de fantasme. Et le moment où tu regardes tes images et t'es dans une salle de montage avec ton réal, il te montre ce qu'il a monté. Et là, tu te dis, ok, donc maintenant, on va plus pouvoir inventer et on va faire avec ce qu'on a. Okay. Et je trouve cette bascule assez pleine forte, quoi, de se d'adrénaline, dire mais comment on fait, quoi. C'était pas exactement ce qu'on avait envisagé. On a d'autres choses qui n'avaient pas été prévues ou que je n'avais pas vues. Et comment on en fait un film. Et est-ce que ça t'est arrivé d'être confronté à une situation où t'avais un scénario de base et où il y avait une extrême différence, j'exagère un petit peu, mais où il y avait vraiment au montage un film qui n'était, entre guillemets, pas celui que t'avais lu au départ? Tout le temps. En fait, c'est pas moi qui réalise. Donc, en fait, moi, je lis le film avec mes yeux, je lis le scénario avec mes yeux, donc je projette plein de choses. Donc, quand on parle de la mère du héros, en fait, j'imagine ma mère. Quand on parle de la famille, j'imagine ma famille. Enfin, tu vois, je mets de moi dans le scénario. C'est la grande différence entre la littérature et le cinéma. Et en revanche, quand je vois le film, je me confronte à la vie, l'apostrophe, du réalisateur et à sa vision. Et donc, en fait, forcément, mon prisme de lecture et de vision change. Donc, en fait, en permanence, c'est pas de la déception, je bouge. Et du coup, quand tu disais, c'est intéressant ce que tu disais entre la différence entre le cinéma et la littérature, c'est que quand tu lis, tu vas pas te projeter de la même manière que quand c'est pour ça que tu es beaucoup plus ému en lisant un livre. Parce qu'en fait, tu y mets toi. Donc, c'est beaucoup plus proche de toi que ne peut l'être le cinéma. Voilà, donc ce que tu disais, c'est quand tu lis le scénario, là, tu vas d'abord, dans un premier temps, t'identifier entre guillemets avec ton entourage de la même manière que tu lis un roman, en fait. C'est pour ça que tu as toujours les livres que tu as aimés, tu es déçu par les films. En fait, c'est tellement plus fort la littérature parce qu'en fait, le spectateur voit ce qu'il veut voir. Au cinéma, en fait, il voit ce qu'on lui montre. En plus, je vais monter pour lui dire il y a des choses que tu ne vas pas voir. C'est-à-dire qu'à la différence du théâtre, au théâtre, tu peux. Oublions l'aspect fabrication du théâtre qui est très fort, l'aspect formel, qui prend de la place et qui tient à distance. Mais en fait, toi, spectateur, tu regardes la scène où tu veux. C'est-à-dire que tu peux être sur toi, tu peux être sur moi, tu peux être sur les gens qui sont en train de nous filmer, etc. C'est-à-dire que quand tu es spectateur, tu regardes ce que tu veux. Et tu te racontes ce que tu veux de la scène.
au cinéma, si je décide d'être sur toi, je suis sur toi et tout le monde te regardera. Et en plus, si je veux signifier que c'est émouvant, je vais mettre de la musique qui sera triste. Donc en fait, j'ai vraiment le spectateur, je le prends vraiment par l'épaule et je lui dis, tu dois penser ça à ce moment-là. C'est vraiment beaucoup plus persuasif que toute autre forme d'art. J'ai entendu récemment qu'on disait qu'un film sur 3 serait une adaptation littéraire, enfin une adaptation cinématographique adaptée d'un roman. Toi, c'est quelque chose qui, en tant que producteur, l'idée d'adapter un roman te plaît oui, c'est super. L'idée de séduisant même. C'est très séduisant et puis ça donne un début à une histoire. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours, tu sais que l'histoire elle est éprouvée, tu sais que ça fonctionne, donc il y a un truc assez cool, c'est pas rassurant parce que c'est pas forcément rassurant, mais c'est assez galvanisant de se dire ok, alors maintenant j'en fais quoi. En fait, c'est que tu sautes l'étape de la page blanche. C'est-à-dire que tu es déjà en train de partir d'un truc où tu dis waouh putain c'est cool. C'est une autre forme de montage de la partie thème, mais avant au moment du développement. Il y a moins de moments où je sais pas où je suis en train de partir. Oui, voilà, parce que tu as ce doute-là quand tu es avec un auteur, scénariste, réal. Tu vois quelque chose de bien dans ce que le gars te raconte, mais. Parce que d'ailleurs, comment ça se passe quand toi tu vas plus initier des projets ou c'est plutôt un auteur réal qui va venir à toi avec un scénar? C'est plutôt un auteur réal. Et qui viennent systématiquement avec des scénarios écrits, ou est-ce que ça va être plutôt avec un pitch beaucoup de pitch. Après, on fait on est très fidèles et on aime beaucoup les gens avec qui on travaille, donc on a tout le temps tendance à se dire, on a fait un film ensemble, quelle est la suite, quel est le deuxième, puis le troisième. On a fait 3 films avec Michel Larocque, 3 avec Jean-Paul Rouve. Oui, donc c'est des gens avec qui tu as l'habitude de travailler. Donc en fait, quand il vient nous voir, il dit j'ai une idée de film, venez on y va, et on y va, mais il n'y a rien au début. Ok, vous l'écrivez ensemble en quelque sorte. Ils l'écrivent avec nous. Avec vous. Mais juste pour revenir au début, quand tu nous disais que ton expérience dans le cinéma, celle qui se rapprochait le plus à tes débuts du cinéma, c'était à LGM. Donc c'est passé d'une société où tu travaillais autour de la propriété intellectuelle, autour de la musique, au cinéma. Cette porte d'entrée-là, comment ça s'est fait? C'est un réseau qui finalement est un peu lié ou pas forcément? Le passage de LGM à Nolita? Juste avant, la musique à LGM. En fait, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Après la musique, je suis parti dans le cabinet d'avocats de cette boîte qui vendait de la musique sur Internet. Et ces avocats travaillaient avec je synthétise, mais en gros, ils travaillaient avec des producteurs de films. Et je suis parti, je leur ai dit un jour, j'ai envie de travailler avec vous, est-ce que vous avez de la place? Et voilà. Donc, c'est du réseau. En vrai, c'est quand même souvent du réseau. Ouais, mais ce réseau, je l'ai créé. Voilà, c'est savoir être là au bon moment, mais c'est pas par hasard en fait. C'est toi qui a gagné entre guillemets, qui a obtenu ta place. Voilà. Juste pour conclure sur ce podcast-là, on avait 2 questions avant la question signature. Je fais une petite dédicace à ma grand-mère qui m'a écrit un message ce matin qui était lié à une de mes questions. Elle me disait qu'elle avait relevé une citation qui disait quand tout est incertain, tout est possible. Et il se trouve que ma question était entre optimisme et lucidité. Qu'est-ce qui nous aide le plus à avancer? Je pense que c'est l'optimisme, évidemment. En fait, je pense que c'est vraiment... En fait, s'il y a le plus gros obstacle de ce métier est le pessimisme. Je pense que si on n'a pas envie de faire des choses et si on n'y croit pas, ça marche pas. Donc, il faut se dire qu'on va y arriver, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Il y a une image qu'employait toujours un des mecs avec qui je bossais avant, que je trouve très juste et j'y pense souvent. C'est le cinéma, en fait, être producteur, c'est comme le ski. C'est comme une piste noire, c'est-à-dire que quand t'es en haut, t'as l'avant de tes spatules dans le vide, tu vois pas le bas de la piste. La seule solution pour arriver en bas, c'est de partir. Si tu te jettes pas dans le vide à un moment, en fait, t'arriveras jamais en bas. Donc, c'est la limite de faut être lucide évidemment, mais au bout d'un moment, faut se faire confiance et se dire qu'en cours de route, on trouvera la solution pour y arriver. Faut pas partir avec toutes les solutions, en ayant tout analysé, en étant sûr que ça va bien se passer. Donc en fait, faut se jeter et puis en cours de route, tu te démerdes. Donc on arrive à la question signature du podcast. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de ton métier quand le générique défile?
je crois qu'on ne voit pas tout ce qu'on met, mais c'est plus que c'est un peu moi, mais c'est aussi le réalisateur, et cetera. C'est tout le vécu personnel qu'on met. On passe notre vie à se raconter des histoires de mon père il a fait ça, ma mère elle m'a dit ça, tu me parles de ta grand-mère. En fait, c'est toujours on est construit de nos histoires et de nos expériences. Et malheureusement ça c'est un truc qui ne se voit pas. Mais en fait, il y a toujours nos parents, nos familles, nos ex. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et t'as dit qu'on était aussi sur Instagram ? Et TikTok aussi.